Dans ce cours, j'aimerais vous présenter l'œuvre de la romancière québécoise Lise Tremblay. Nous voyons ici Lise Tremblay alors qu'elle était en visite à Stockholm, en Suède. L'ensemble de l'œuvre de la romancière Lise Tremblay a été traduit en plusieurs langues et l'ensemble de ses romans seront traduits vers le suédois. Il s'agit d'une œuvre romanesque que j'apprécie beaucoup, simple, on appelle nordiste, nous verrons ce que cela signifie, avec des romans écrits simplement, très peu d'œuvres, qui font état à la fois des effets des déplacements géographiques des personnages, mais aussi de l'évolution et des conflits qui surgissent dans les déplacements entre les classes sociales. Lise Tremblay vient d'une région que l'on considère au nord du Québec, bien que, vous le voyez sur la carte ici, il s'agit du point rouge supérieur, ce point ne vous semble pas tout à fait au nord du Québec. La raison s'explique simplement sur la ligne que j'ai tracée de la carte du Québec que vous avez devant vous, existe un immense territoire où ne vivent en principe qu'environ 20 000 personnes. Donc sur les 8,5 millions de Québécois, la plupart vivent sous cette ligne ou au sud de cette ligne. Donc, le village de Saint-Fulgence, d'où vient Lise Tremblay, est donc considéré, d'un point de vue québécois, au nord. En même temps, son œuvre nordifie la région d'où elle vient, la rivière Saguenay, le lac Saint-Jean, la région qui s'est développée au cours de la colonisation du 19e siècle. Le point que vous voyez en bas situe la ville de Montréal, une ville de 3,5 millions d'habitants dont il est souvent question dans l'œuvre de Lise Tremblay. Lise Tremblay est née dans la région du lac Saint-Jean en 1957. Elle a eu une carrière d'enseignement au Cégep du Vieux-Montréal. Le Cégep est une institution particulière au Québec entre le secondaire et l'université. Donc, l'ensemble de ceux qui terminent le secondaire font 2 années dans les institutions qu'on appelle le Cégep avant de s'orienter soit vers une carrière ou vers l'université. Cette période du Cégep, des 2 années du Cégep, est particulière au sens où l'ensemble des étudiants, qu'ils se destinent à la mécanique, au droit, à la médecine, aux études littéraires, devront suivre un ensemble de cours basés sur la littérature, la philosophie, les sciences, etc. Donc, Lise Tremblay a enseigné presque toute sa carrière à des jeunes entre 17 et 20 ans qui étaient à Montréal. Après cette carrière, puisqu'elle est aujourd'hui à la retraite, Lise Tremblay est retournée vivre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans son village natal, à Saint-Fulgence. Vous verrez que ces retours entre une région du Québec, Montréal, et à la retraite de retourner dans cette région ne sont pas anodins dans son œuvre, puisqu'elle pose l'idée que le déplacement régional induit un changement d'identité, l'apprentissage de nouveaux codes, de nouvelles connaissances, mais aussi, dans bien des cas, des malaises profonds. Voici donc l'ensemble de la production des romans de Lise Tremblay. Elle a publié 7 œuvres, certaines sont des nouvelles, d'autres sont des romans, presque tous des romans très courts. Donc, ces œuvres sont marquées par la brièveté, par la simplicité du langage et souvent par une narratrice dont on a l'impression qu'elle se parle elle-même et qui reprend l'ensemble des discours autour d'elle pour les assimiler. Par exemple, nous aurons une narratrice qui dira « Paul me dit que », je lui réponds que, Anne dit que. Vous voyez, donc, il y a une narratrice qui, en quelque sorte, prend contrôle du récit. On a l'impression d'entrer dans sa tête et de voir la perception du monde par son point de vue. Donc, les 7 œuvres de Lise Tremblay s'étendent de la période de 1990 jusqu'à 2017. Elle ne publie donc pas un roman chaque année ou aux 2 ans. Elle a une production qui prend du temps, qui doit être mature avant d'aller vers l'éditeur. Et pour moi, bien sûr, c'est une qualité. Donc, je pose ici quelques-unes des traductions, soit vers l'anglais, le suédois, l'islandais des œuvres de Lise Tremblay, et bien d'autres suivent dans les années qui viennent. Je présenterai donc chacune des œuvres de Lise Tremblay d'abord,
brièvement, et ensuite, on s'attendra aux paradigmes qui définissent l'œuvre de cette romancière. Première œuvre, L'hiver de pluie, en 1990. C'est une œuvre dont il faut raconter l'histoire et volontiers Lise Tremblay, qui est une conteuse, nous racontera qu'elle était à la maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, donc dans le département où je suis professeur, et elle réalisait ce qu'on appelle une maîtrise en création littéraire, c'est-à-dire une maîtrise où l'étudiant ou l'étudiante travaille un projet de création tout en engageant une réflexion critique à la fois sur le processus créateur et sur le roman. Donc, Lise Tremblay travaillait à ce roman, L'hiver de pluie, dans le cadre de la maîtrise, et elle reçoit un appel de l'un des évaluateurs qui lui dit « Je veux publier votre roman ». C'est assez exceptionnel puisque on n'entre pas dans la maîtrise nécessairement pour devenir écrivain, mais peut-être qu'il y a une tentation de devenir écrivain. Mais pour Lise Tremblay, ce passage de l'étudiante en études littéraires ou en littérature vers le statut de romancière s'est fait presque de façon magique. Et ça joue aussi dans son statut, puisque Lise Tremblay nous dit souvent « Je suis une fille d'ouvrier, ce n'est pas normal que je sois écrivain ». Il y a une tension constante dans le cheminement ou la montée dans les classes sociales qu'elle a vécues. Donc, dans ce roman, L'hiver de pluie de 1990, elle pose déjà quelques jalons que nous retrouverons volontiers dans les œuvres qui suivent. Il s'agit du récit d'une femme qui marche dans la ville de Québec et tente de se comprendre. Donc, on a déjà cette idée de la narratrice, où on dirait qu'on entre dans la tête de la narratrice pour comprendre le monde autour d'elle. Je mets le mot « grosse » entre parenthèses, puisque dans le roman, ça joue tout ça a une grande importance. C'est-à-dire que nous ne savons pas au début du récit qu'il s'agit d'une femme obèse, et on se rend compte que les réactions des gens sont différenciées par rapport à elle, et à la fin, on saisit que son malaise vient, entre autres, du fait qu'elle se sent grosse par rapport aux autres ou face aux autres. Le silence, le froid sont dominants dans cette œuvre, dans cette première œuvre. Elles le seront, ce sont des caractéristiques qui reviendront dans toutes les œuvres de Lise Tremblay. Et il s'agit d'une femme qui écrit des lettres qu'elle n'envoie pas. Donc, le thème de l'incommunicabilité, l'impossibilité de parler aux autres, le désir de rester silencieux est déjà présent dans cette œuvre et vous le verrez, dans la plupart des œuvres, c'est un thème, le silence, ou un langage, le mode du silence que l'on retrouve constamment. Le silence est en quelque sorte, dans cette première œuvre, un personnage qui dialogue avec la narratrice. La deuxième œuvre de Lise Tremblay, La pêche blanche, 4 ans plus tard, en 1994, est l'histoire de deux frères. L'un est exilé en Californie aux États-Unis, l'autre est resté dans le Nord au Saguenay, et ils s'échangent à la fois des lettres et des livres. Encore une fois, la communication se fait entre eux par l'écrit, que ce soit de façon épistolaire par la lettre que par la littérature, des livres que l'on s'envoie ou des références de romans que l'on s'échange. Ici, la rivière Saguenay a une importance qui joue un rôle symbolique à la manière d'un personnage. Les personnages sont subjugués par cette rivière, ce fjord, qui semble avoir une propre volonté. Donc, il est un élément à la fois violent, fascinant dans toute l'œuvre. L'œuvre La pêche blanche revient à un élément fondamental de la culture québécoise entre le nomadisme et la sédentarité. La figure du nomadisme, celui qui se promène sur l'ensemble du territoire en tout temps, est celle chez nous de ce qu'on appelle le coureur des bois. Le coureur des bois était un chasseur très près des Autochtones, très libre, une figure sexuée également qui est importante dans la littérature québécoise. Donc, la représentante de l'homme libre face à la nature et qui n'a peur de rien. Donc, le frère qui part en Californie est en quelque sorte un coureur des bois. Alors que le natif, celui qui reste sur place, est celui qui fonde, garde le fort, celui qui protège l'identité. Donc, on a à la fois celui de l'aventurier, cette figure de l'aventurier, et celui qui, au contraire, protège le pays, protège la langue et protège la culture, mais ne se déplace pas.
Le froid ajoute dans ce récit une dimension mythique, à la fois en gelant les corps, en effrayant les personnages, en les faisant réfléchir devant ce fleuve, cette rivière gelée qui semble quelque chose d'absolu. Euh, pour ce roman, Lise Tremblay s'inspire d'un romancier qui la précède, qui s'appelle Jacques Poulain, qui a écrit quelques années auparavant un roman qu'on appelle de déplacement sur le territoire, un roman de la route, et qui s'appelle Volkswagen Blues. Le roman La danse juive, qui pour moi est le roman le plus intéressant, le plus complexe, le plus achevé de Lise Tremblay, paraît en 1999. Il obtient un prix important au Québec, le prix du gouverneur général, la même année, et ce roman est défini comme un roman de l'immigration de province qui met en relation trois territoires québécois différents. D'abord, quels sont ces territoires? On lit dans l'œuvre qu'il existe d'abord cette femme qui vit dans un quartier multi-ethnique de Montréal qui s'appelle le Mile End, le bout du mille. Le Mile End est un quartier où se retrouvent à la fois des ouvriers, des gens de la province qui se sont déplacés à Montréal et des immigrants de partout. Donc, la narratrice de La Danse juive se sent très à l'aise dans ce quartier et essaie d'en apprendre les codes. En contrepartie, existe sa mère qui aurait été déplacée en banlieue. La banlieue de Montréal, contrairement à la banlieue française, pardon, est un espace confortable, est un espace bourgeois où tout se passe bien, très peu de choses étonnantes peuvent arriver. Et donc des vies assez rangées qui se déroulent en dehors de l'île de Montréal et qui, bien sûr, occupent la plupart de la population de la ville de Montréal. Donc, la mère aurait été déplacée en banlieue. Mais d'où viennent ces personnages? Ils viennent d'un lieu mythique au nord, au Saguenay. Donc, le Saguenay, dans ce roman, a été nordifié au sens où il est un territoire à la fois de l'enfance, de l'absolu, du nœud des problèmes que vit cette narratrice, et aussi un territoire où la narratrice voudra retourner pour essayer de se comprendre elle-même. Donc vraiment un lieu mythique du début de sa vie. La banlieue de Montréal, au contraire, est vue comme un cul-de-sac, une ville trop propre, trop aseptisée, où les gens se déplacent et ne vivent pas vraiment, au sens où il n'y a pas d'expérience fondatrice du déplacement, au sens de l'identité et des valeurs. Au contraire, bien sûr, du Mile End, qui est le quartier pluriculturel de la rencontre avec l'autre. Il existe une scène remarquable dans le roman où la narratrice visite sa mère en banlieue. Toutes les deux discutent très peu. Une tempête de neige la retient à la maison de sa mère. Elles boivent toutes les deux, et ce n'est pas anodin, cet alcool, le Southern Comfort, le confort du Sud, en regardant la neige par la fenêtre. Elles discutent très peu, mais on sent qu'un conflit existe entre elles. Après cet épisode avec la mère, la narratrice reprend le chemin de Montréal en prenant le métro. Et en entrant dans le métro, elle sent cette chaleur sale du métro et elle a envie de s'y replonger. Un peu comme si la trop grande pureté de la banlieue lui faisait peur et le mélange de saleté, de diversité, d'identité vue de façon très positive par la narratrice était ce qui l'appelait. Donc, ce roman, La danse juive, qui a reçu des prix, qui est complexe, est aussi le roman de l'incompréhension des codes sociaux, des variations qu'un personnage peut avoir selon son déplacement sur le territoire. Ce roman nous dit simplement, à l'image de cette immigrante de province, que nous n'avons pas besoin de se déplacer d'un pays à l'autre, de déménager dans un autre pays pour être confronté à un apprentissage d'un nouvel univers. Il suffit parfois de se déplacer d'une région à une autre pour que l'ensemble de nos référents, l'ensemble des valeurs qui sont les nôtres, des préoccupations, des activités changent constamment et qu'on doive donc modifier son identité en fonction du lieu qui lui aussi s'est modifié. Donc c'est un roman où le changement géographique induit des changements de l'identité des personnages.
Après la danse juive, Lise Tremblay publie le recueil de nouvelles La Héronnière en 2003. Encore une fois, c'est une œuvre qui a reçu de nombreux prix et c'est une œuvre sobre en courtes nouvelles qui sont liées les unes avec les autres, qui font un tout, donc qui forment un roman construit par des chapitres qui ressemblent à des nouvelles et encore une fois, un récit qui va décrire le silence, l'incommunicabilité, les tabous dans un petit village nordique. Le récit, sans entrer dans les détails, est donc celui d'un petit village au nord qui vit de façon paisible, mais par contre, à cause du déclin démographique, ce village a besoin des touristes pour survivre. Donc, les gens de la ville viennent dans ce village en villégiature, c'est-à-dire durant l'été pour avoir un chalet, pour être à la campagne, pour être plus près de la nature. Et les gens de la ville arrivent dans ce village avec de nouvelles valeurs. Ces valeurs entrent en conflit avec les gens qui vivent dans ce village. De plus, les gens qui vivent dans ce village, très fiers du lieu où ils vivent, sentent aussi qu'ils sont devenus en quelque sorte les esclaves des gens de la ville, puisque leur seul rôle social ou économique est de prendre soin des maisons de ces gens plus fortunés qui arrivent de la ville. Le conflit n'est pas autant sur les valeurs matérielles que sur les changements idéologiques qui ont lieu entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Tous deux croient bien vivre dans le territoire qui est le leur, mais les gens de la ville arrivent avec des valeurs écologiques abstraites qu'ils appliquent ensuite aux habitants du village. Après avoir écrit ce recueil de nouvelles, Lise Tremblay dit qu'elle-même passait ses étés dans un petit village qui pourrait ressembler à celui de la Héronnière, mais qui n'est pas mentionné. Elle a été menacée par les habitants du village où elle allait. C'est-à-dire que les gens d'un petit village se sont reconnus dans cette œuvre, n'ont pas aimé la représentation que Lise Tremblay avait faite d'eux et réagissaient de façon assez rude envers elle. Donc, elle n'a pas retourné ensuite dans le village où elle passait ses étés. Signe probablement de la réalité de l'œuvre qu'elle transmet, mais aussi de la sensibilité des gens dans les petits villages qui se voient représentés par une œuvre littéraire. En 2007, Lise Tremblay publie un roman différent, La sœur de Judith, qui change le cadre temporel, puisque le roman se passe pendant la période de la Révolution tranquille, donc dans les années 60 au Québec, encore une fois dans une petite ville au Saguenay, où deux amies, deux jeunes filles, connaissent des mobilités sociales différentes. L'une décidera de rester dans cette petite ville, alors que l'autre, sous l'influence de sa mère, qui croit aux valeurs de la Révolution tranquille, et quelles sont ces valeurs? Ces valeurs étaient celles de la démocratisation de l'enseignement, de l'enrichissement collectif, de l'enrichissement de l'éducation. Et donc, une des jeunes filles reste dans la petite ville de province, alors que l'autre décide de déménager dans la plus grande ville et d'acquérir une éducation. Et ce que l'on sent, c'est que les destins des deux jeunes filles s'écartent de plus en plus. Et quand elles se rencontrent de nouveau, le nombre de sujets qu'elles peuvent discuter se réduit sans cesse. Ce que le roman nous dit, un peu comme les autres, c'est que le déplacement géographique implique des changements du point de vue des valeurs, au point de vue des codes sociaux, qui fait en sorte que même si on veut rester fidèle à son enfance, ce n'est plus possible lorsqu'il y a eu déplacement et élévation dans l'échelle sociale. Donc, leur amitié se dégrade dans ce roman et c'est le sujet premier de ce roman, faute de partager ces nouvelles valeurs, ces nouvelles pratiques qui viennent de la ville et qui rentrent en conflit avec ceux de la petite ville où les choses semblent bouger moins vite. On est dans le contexte de la Révolution tranquille, donc où toutes les valeurs sont remises en question, que ce soit celle de la sexualité des filles, que ce soit celle du consumérisme, donc un enrichissement matériel qui devient plus important en ville, tout comme dans les petites villes, et celui de changements majeurs dans l'éducation qui devient plus démocratique. Donc ce roman, sous prétexte de deux jeunes filles et de leur amitié, pose la question de tous les changements qui ont cours dans les années 60 et qui divisent les populations. Il expose donc de l'intérieur un impossible retour au lieu d'origine. Je vous disais au début que Lise Tremblay est retournée dans son village d'enfance, et c'est assez particulier,
Mais la plupart de ses œuvres nous démontrent qu'au contraire, il est difficile, après avoir vécu en ville, de revenir au lieu de son enfance, où les valeurs, semble-t-il, auraient changé moins rapidement. En 2015, Lise Tremblay publie un roman qui s'appelle Chemin Saint-Paul, très différent des romans précédents, qui traite des relations à la fois avec sa mère et avec son père, mais aussi de la folie et du silence. C'est le récit d'une femme qui visite sa mère à l'hôpital psychiatrique et qui se remémore l'agonie et la mort de son père un an plus tôt. Donc deux drames bien différents. Dans un cas, c'est la mort physique de son père qu'elle vit, et dans l'autre cas, c'est le détachement graduel de sa mère qui sombre vers la folie, qui ne peut plus communiquer avec la narratrice. S'opposent, comme dans les autres romans de Lise Tremblay, des lieux différenciés. Dans Chemin Saint-Paul, il s'agit d'une chambre blanche, celle de la mère, qui est liée au silence, qui s'oppose à une chambre bleue, celle du père et du conflit avec la narratrice. Donc, il s'agit de cérémonie des adieux d'une grande délicatesse envers les parents. Dans le dernier roman de Lise Tremblay, paru en 2017, L'habitude des bêtes, elle revient sur cette différence des codes sociaux et écologiques entre les gens de la campagne et les gens de la ville. En fait, ce roman traite des tensions, de la violence qui découle de valeurs divergentes quant à la gestion d'un territoire. Les petites villes sont aujourd'hui le lieu de grands bouleversements. Les gens qui viennent de l'endroit ont l'impression de savoir comment utiliser le territoire autour d'eux et par les valeurs ancestrales sentent qu'ils ont une certaine préséance. Arrivent, comme dans le roman La Héronnière, des gens de la ville qui ont des chalets, des maisons secondaires, des maisons temporaires dans ce village pour une saison et qui, eux aussi, arrivent avec leurs propres valeurs et parfois avec une richesse qui dépasse ceux du petit village. À ces deux groupes s'ajoute un autre groupe de gens qui proviennent du village, qui sont partis en ville obtenir une éducation et qui reviennent occuper un emploi dans cette petite ville. Lorsqu'ils occupent cet emploi, ils ont les valeurs ou les codes sociaux de la grande ville et ils les imposent autour d'eux, créant un nouveau conflit. Ce conflit dans l'habitude des bêtes se manifeste à la fois par la maladie, la mort de certains personnages, une volonté de vivre, d'être traité ou de mourir qui occupe une place centrale dans l'ensemble de l'œuvre, et encore une fois, d'un territoire qui devient en quelque sorte le personnage central des œuvres romanesques. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve en général? Quel paradigme retrouve-t-on dans l'œuvre de Lise Tremblay? Je dirais qu'une des premières choses, et c'est lié aux premiers textes critiques qui ont qualifié l'œuvre de Lise Tremblay, on parle d'une romancière de la désespérance. Qu'est-ce que c'est que la désespérance? Ce n'est pas tout à fait le désespoir, et en même temps, la fin du mot nous incite à croire que ce serait un mode de pensée. Ce serait un sentiment qui est lié à son époque, à la société, mais aussi une esthétisation, rendre esthétique le fait d'être découragé. Ça induit bien sûr l'errance, les changements ou les doutes de l'identité et certains conflits. Donc l'ensemble de l'œuvre de Lise Tremblay serait celle d'une romancière de la désespérance. Elle traite donc du problème de la transmission de la mémoire entre les générations. On a souvent l'impression d'un personnage, une narratrice, qui a l'impression que ses parents ne lui ont pas transmis l'histoire de la famille et qui doit revenir plus loin pour se retrouver ou se recomposer. En découle bien sûr une littérature qui est sombre, qui est pessimiste, qui est intimiste. Donc les trois valeurs sont importantes. C'est un peu négatif, en même temps c'est très sobre et simple, et ça revient profondément à l'identité de chacun des personnages. On y retrouve dans ces romans des fuites, du désespoir, du mal de vivre, de l'incommunicabilité entre les personnages, des figures de la marginalité, la mort. Donc tous ces thèmes deviennent centraux. Ces thèmes s'expriment aussi par l'entremise de ce que j'appelle une mixité stylistique postmoderne. Qu'est-ce que ça veut dire? On trouvera dans les romans de Lise Tremblay, bien sûr, cette narratrice qui semble absorber tous les discours autour d'elle et nous les retransmettre à nous, le lecteur, mais aussi
toutes sortes d'autres modes de communication, c'est-à-dire des voix différentes qui vont surgir, une grande sobriété, l'usage du silence, l'usage du fragment, des formes très courtes qui laissent au lecteur de grands espaces blancs qu'il doit lui-même combler. Elle appartient donc directement dans son œuvre, depuis le début, à un courant postmoderne et à ses suites. Deuxième élément fondamental de l'œuvre de Lise Tremblay, c'est ce que j'appelle la loi du silence. Loi du silence, c'est une formule simple et très complexe. On arrive souvent en français à des formulations extrêmement simples qui transmettent un grand nœud de variété, de force et d'opposition. Donc, la loi du silence en est un bel exemple. Loi du silence, ça peut être à la fois les tabous, les non-dits, qui vont assurer une cohésion sociale, notamment dans les petits villages et en particulier des villages nordiques. Lise Tremblay parle de la loi du village. S'il arrive quelque chose, on n'en parle pas, au profit, bien sûr, de la cohésion sociale. Et qui sont les victimes de ce silence entre les personnes? Ce sont les plus faibles. Et donc, sous prétexte de la cohésion sociale, on pose en victime ceux qui devraient se plaindre, ceux qui devraient dénoncer les situations qui sont injustes, mais qui ne le font pas, puisque le village impose cette loi du silence. Les personnages dans cette loi du silence sont donc solitaires, des cellules de personnes seules qui ont beaucoup de mal à communiquer les unes avec les autres et qui souvent trouvent refuge dans le silence. Mais alors, le silence devient aussi une forme de langage. On dit que le silence est l'arme des peuples du Nord. Donc, on utilise le silence comme un mode de communication. Un exemple parmi tant d'autres, dans le roman La danse juive, la narratrice et sa mère se rencontrent chaque semaine, ne parlent presque pas autour d'un café, et pourtant existe une communication entre elles. Ça se joue aussi dans l'aspect formel des récits, notamment par l'emploi du style indirect qui amplifie l'angoissante absence de parole. Quand la narratrice dit « je dis telle chose à tel autre personnage me dit quelque chose », dans la réalité, il n'y a qu'une personne qui pense et personne qui parle vraiment, puisqu'une seule personne rapporte l'ensemble des discours des autres à l'intérieur d'elle-même. Le silence joue donc une fonction littéraire qui est très importante dans cette œuvre, d'une part en étouffant certains conflits qui vont surgir par ailleurs, d'autre part en imposant un silence entre les personnages par l'incommunicabilité, et d'autre part en utilisant du silence comme un langage entre les personnages. L'œuvre de Lise Tremblay est aussi une œuvre qu'on dit nordiste. Nordiste est différent de nordique. Nordiste voudrait dire vouloir prendre en charge ce discours nordiste. En français, donc, le ist signifie un désir d'atteindre quelque chose. Par exemple, si vous vous dites féministe, vous aimeriez que la société, le monde change pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est donc quelque chose qui vous projette vers un projet idéal dans l'avenir. La même chose, une œuvre nordiste voudrait rétablir ou établir un lien plus complexe avec le monde du Nord. Chez Lise Tremblay, ça se remarque d'une part par ce qu'on appelle une nordification du Saguenay. Le Saguenay, c'est ce qu'on appelle un nord historique, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, c'était vraiment un territoire au nord qu'on allait coloniser. Aujourd'hui, le Saguenay est une région parmi les autres. Mais dans l'œuvre de Lise Tremblay, elle lui donne un statut sacré, un statut au bout du monde qui renforce son caractère absolu et donc le nordifie. Chez Lise Tremblay aussi, le nord est porté en soi. C'est quelque chose d'intérieur. Et ça, c'est assez particulier puisque quand on parle du nord, on a l'impression d'un territoire, d'atteindre un lieu. Et pour elle, ou plutôt, il s'agit d'un état. Le nord est un état des personnages qu'ils portent en eux, même s'ils ont été déplacés vers le sud. Donc, existerait un mode de pensée lié au nord, lié bien sûr au silence, au froid, à l'absolu, à la résistance, à la fierté de vivre dans un territoire difficile, que les personnages portent en eux à la fois comme une force et une faiblesse.
Ce nord, chez Lise Tremblay, est porteur de valeurs symboliques, souvent liées à l'enfance. Bien sûr, le Saguenay est le lieu de l'enfance pour la plupart des personnages qui se voient déplacés par la suite, mais aussi des valeurs de pureté, d'origine, notamment dans la pêche blanche et dans la danse juive. Le Nord est donc un lieu de tension entre les locaux, ce qu'on appelle les néo-ruraux, donc ceux qui reviennent vivre dans les petites villes, et les villégiateurs de la ville. Donc, lieu de tension géographique, lieu intérieur qu'on porte en soi et lieu absolu du début de la vie et de l'enfance. Le style de Lise Tremblay est sobre. D'une part, ses phrases sont courtes, les romans sont brefs, tout excès est enlevé de ces phrases. Pour certaines cultures, on voit cela comme une habitude, c'est normal de faire ça. En français, ce n'est pas tout à fait normal. Le français n'est pas une langue qui vise nécessairement la sobriété. Et donc, l'œuvre de Lise Tremblay, inspirée probablement par ce courant nordique ou nordiste, désire faire une œuvre où tout est nécessaire. En même temps, tout est simple. Donc, on a l'impression qu'elle nous raconte simplement ce que vivent les personnages, que ça n'a pas beaucoup d'incidence. Et à mesure qu'on avance dans l'œuvre, on se voit que les petits silences, les mots autour du café instantané, les mots autour des magazines révèlent de conflits profonds. Donc, ce n'est pas parce que ce qui est dit semble banal, anecdotique, qui n'est pas le plus important. Donc, un style sobre, très peu de dialogue direct. Lise Tremblay, en entrevue, qualifie son style de cette narratrice qui prend toutes les paroles, et je cite, comme celui d'une femme folle qui marche et qui se parle dans sa tête. Donc, bien sûr, elle parle d'elle-même. C'est comme si une femme pensait à tout ce qui est arrivé et le racontait sous la forme d'un roman. L'utilisation esthétique et dialogique du silence entre les personnages fait partie, bien sûr, de cette sobriété. Moins dire pour que ce qui est dit ait plus grande force, mais aussi de ne pas dire comme une façon de dire. Donc, ça exige des connaissances, une interprétation du silence. L'œuvre de Lise Tremblay fait aussi état d'une langue qui est souple et riche à la fois, qui va être lisible pour un grand nombre de lecteurs, mais qui fait appel, comme je le mentionnais, à des conflits profonds qui surgissent du langage simple, mais aussi d'un point de vue linguistique, à la fois à des québécismes, donc des formes de la langue française qui sont exclusives ou créées au Québec, et aussi de la langue populaire. Donc, différents registres qui qualifient les différents personnages. La question de la mobilité sociale traverse l'ensemble de l'œuvre de Lise Tremblay. Cette mobilité sociale, ça veut dire donc d'être dans un milieu qui est défini par certains codes sociaux, une façon de parler, des valeurs, un certain niveau économique, un certain niveau d'éducation également, et une localisation géographique, et de se déplacer ailleurs. Habituellement, où on le souhaite, cette mobilité sociale est ascendante, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau d'éducation supérieur, on est plus aisé dans sa matérialité, on habite dans un plus beau quartier, dans une ville qui est plus attirante, etc. Et cette mobilité est souvent le fait de partir de petites villes pour aller vers de plus grandes, mais comme on le voit dans l'œuvre de Lise Tremblay, il arrive aussi que des gens des grandes villes, pour augmenter ou poursuivre cette mobilité sociale, se déplacent aussi vers des plus petits centres ou la nature. Quoi qu'il en soit, la mobilité sociale, qui peut être financière, qui peut être scolaire, qui peut être culturelle également, s'accompagne d'une mobilité géographique dans son œuvre. Quand on se déplace, on change les codes qui nous environnent. Et ce changement de valeur développe une nouvelle sociabilité, on développe de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Et cela crée bien sûr des inconforts, des silences, des tensions, des jalousies entre les personnages, où on a l'impression qu'on ne maîtrise pas au départ les codes du nouvel endroit où on est arrivé. Il existerait donc pour Lise Tremblay une éthique, une façon juste de faire cette mobilité sociale qui, bien sûr, n'évite pas les conflits. L'œuvre de Lise Tremblay cherche à être fidèle à la fois à l'origine des personnages, donc chacun d'entre nous devrions être fidèles d'où on vient, et en même temps fidèle au milieu dans lequel on vit désormais.
Donc, ça exige une tension constante entre des valeurs qui peuvent être modifiées. C'est particulièrement visible, cette notion de mobilité sociale, dans le roman La danse juive, mais aussi dans La sœur de Judith. Vous le voyez, les espaces sont des vecteurs symboliques chez Lise Tremblay. D'abord, le Nord se pose comme une origine, celui de bien des personnages, mais aussi une volonté de pureté et parfois une source de problèmes et de tensions. C'est comme si étaient logés dans ce moment de l'adolescence ou de l'enfance les problèmes fondamentaux que les personnages portent ensuite jusqu'à l'âge adulte. On a des personnages qui émigrent et d'autres qui sont déplacés. Lise Tremblay aime bien poser une différence importante entre l'immigration et le déplacement. Une personne qui immigre, selon elle, que ce soit à l'intérieur du même pays ou dans un autre pays, serait une personne qui change ses codes sociaux tout en restant elle-même, et donc s'adapte et s'insère dans le milieu qui est son nouveau milieu. Alors qu'une personne déplacée, ça peut être de force, ça peut être aussi par sa propre volonté, un peu comme la mère de la narratrice dans La danse juive, c'est quelqu'un qui a déplacé de région, mais qui finalement finit par se couper avec le monde extérieur, puisqu'elle ne veut pas changer ou accepter les codes qui se retrouvent autour d'elle. Elle se referme donc constamment à son milieu. À la suite du courant des écritures migrantes qui précède dans la littérature québécoise le courant dont fait partie Lise Tremblay, elle propose donc une immigration de province qui est tout aussi complexe. Ces personnages qui proviennent du Saguenay trouvent plus d'affinité à Montréal avec les immigrants d'ailleurs qu'avec ceux qui sont nés à Montréal. Elle pose donc plusieurs espaces avec des valeurs symboliques dans son œuvre. Le Nord, pour en nommer qu'un, la banlieue, Montréal, la Californie, ce qu'on appelle les régions, donc tout ce qui est en dehors des grands centres, où on retrouve des locaux, des néo-ruraux, des villégiateurs. Et tout cela dénote d'une nouvelle géographie symbolique pour le Québec et porteuse certainement de nouvelles valeurs et de nouveaux conflits. L'œuvre de Lise Tremblay est aussi dite environnementaliste. La question du rapport des personnages au territoire pose la question de l'environnement. Comment utiliser l'environnement autour de nous, comment être harmonieux avec l'environnement autour de nous et comment avoir le moins d'effets nuisibles sur l'environnement qui nous entoure. En posant donc un lien entre mobilité sociale, communication, géographie et valeurs, Tremblay élargit le débat sur l'environnement en proposant ce qu'on appelle une écologie du réel. Pour elle, non seulement on doit avoir un rapport harmonieux avec les plantes ou les animaux qui nous entourent, mais aussi avec les différents groupes, avec la diversité sociale que l'on retrouve en ville ou dans les régions, avec les différents groupes qui y sont, mais aussi nous-mêmes, avec notre propre passé, notre origine et notre vie actuelle. Pensez au personnage du père dans La danse juive. Il a quitté son village, il a rompu avec les gens de son village, il s'en moque parfois, et en même temps, il désire, par son succès dans les médias à Montréal, retrouver une fierté par rapport au lieu de son origine. Pour Lise Tremblay, il s'agit d'un personnage qui n'aurait pas cette écologie du réel, puisqu'il est en rupture avec l'ensemble de ce qui est autour de lui, dans une relation qui est plutôt hypocrite que harmonieuse. Plusieurs de ses œuvres traitent aussi de la difficulté de communication entre les communautés, de marginalisation, et cela aussi fait partie de l'écologie du réel. De façon plus traditionnelle au sens de l'environnement, ces œuvres aussi opposent un usage local du territoire, une vision écologiste qui vient de la ville et qui parfois s'oppose à celle des villages, où les urbains, ceux qui viennent de la ville, sauraient mieux que les ruraux comment gérer le territoire. Puisqu'ils ont réussi la mobilité sociale, ils transforment les ruraux en gens qui s'occupent des chalets. Il y a un renversement de l'identité, un renversement économique, et les gens qui arrivent de la ville, qui n'ont pourtant pas ce rapport quotidien avec le territoire, imposent de nouvelles valeurs qui créent un conflit. Ce sont des questions que l'on retrouve notamment dans le recueil de nouvelles La Héronnière et dans le roman L'habitude des bêtes.
Autre élément que l'on retrouve dans l'œuvre de Lise Tremblay de façon plus symbolique, c'est le rapport aux odeurs et à la saleté. Un critique parle d'une vision archaïque du monde que l'on retrouve chez Lise Tremblay, où la saleté serait la marque du métissage, serait la marque du métissage, de l'origine, de la maladie, du péché et de la mort. Donc quelque chose qui est à la fois désirable, comme le métissage, et quelque chose qui fait peur, comme la maladie, le péché et la mort. Donc quelque chose de très ambigu dans ce rapport à la saleté qui nous ramène aux visions archaïques du monde. Le nettoyage des espaces, nettoyage de la cuisine, de l'appartement, de l'escalier, du corps, est vu chez Lise Tremblay comme une espèce de purification de soi. Mais il peut être aussi excessif. C'est-à-dire que la mère en banlieue, par exemple, dans la danse juive, elle trouve que sa maison est trop propre. Comme si cette propreté, cette blancheur des surfaces, cette blancheur de la peau, cette blancheur de tout ce qui entoure les personnages était une façon de gommer, de masquer l'origine et les problèmes. Donc la blancheur ou la trop grande propreté serait suspecte. Elle écrit, dans la banlieue qui est entrée dans la maison, on voit une espèce de purification qui est une marque qui sert à cacher ce qui est autour de nous ou l'origine. Ça peut être aussi d'un point de vue linguistique. Des gens qui s'empêcheront d'employer certains termes pour ne pas dénoncer l'origine qu'elles croient problématique. Les odeurs, tout comme la saleté, seraient une révélation d'une origine qu'on veut masquer également. Dans la ville, contre le nettoyage comme une aseptisation du monde. Donc, vous voyez, Montréal est vue comme une ville sale, ce qui est positif dans son œuvre au sens où ce serait une ville qui ne veut pas être une ville de pureté, une ville qui ne veut pas qu'il y ait uniformisation des classes sociales, une ville qui ne veut pas qu'il y ait uniformisation des accents, des langues ou de la diversité géographique de ses habitants. Il y a donc curieusement dans son œuvre un désir de la saleté comme le désir du métissage dans la ville et donc un éloge de l'impureté vu comme quelque chose de plus grand, de plus fort que la recherche excessive de la pureté et de la propreté. Bien sûr, on est dans le domaine symbolique ici, mais Lise Tremblay atteint par ces notions quelque chose d'archaïque, de profond dans l'humanité entre la surface plane, blanche et complètement vide, donc qui ne dit rien, et l'autre qui est imparfaite et qui en même temps est peut-être plus honnête avec le rapport au monde, le rapport au passé des personnages. Voici donc ce qu'est l'œuvre de Lise Tremblay très rapidement par ses 7 œuvres, par les tensions profondes qui parcourent son œuvre. Donc on peut dire qu'il s'agit d'une œuvre sobre, d'une œuvre qui traduit très bien l'époque dans laquelle elle est, mais qui est universelle, ce qui explique les nombreuses traductions de son œuvre. Une œuvre qui se veut simple aussi dans un langage qui utilise le silence et qui traduit très bien tous les effets sur l'identité, sur les rapports aux autres, sur les codes sociaux et les comportements d'un déplacement géographique qui implique aussi un déplacement de classe sociale.